et à tous. Donc on va vous parler des clubs professionnels. Alors un peu d'indulgence parce que vous avez vu, on n'a pas d'animateur ou d'animatrice et on va s'auto-animer. Donc à ma droite, j'ai Gaëlle Keshmar, excuse-moi, c'est ça Keshmer, donc directrice juridique de Cosmos, et puis Mathias Priest qui joue à domicile, puisqu'il est directeur général délégué de Paris Basket. Voilà. Paris Basketball, excuse-moi, le naming est très important. Et donc on va vous parler des clubs professionnels. Alors, on a été réunis 2 fois par BPI sous l'animation du cabinet EY et d'HEC. On en profite pour remercier tout de suite BPI, pour ne pas oublier, de nous avoir accueillis. Et au cours de diverses réunions qui réunissaient clubs, ligues, instances patronales, unions de clubs, etc., on a discuté du principal sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'attractivité de nos clubs professionnels, avec le point important, c'est comment les rendre plus attractifs pour accueillir les meilleurs talents, les meilleurs investisseurs. Voilà. Donc, si on devait commencer cette table ronde par une question, Mathias puis Gaëlle. Mathias, qu'est-ce que tu pourrais nous donner un point positif et un point amélioré pour les clubs professionnels, et puis après à Gaëlle. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc merci déjà de nous écouter. Alors effectivement, on a travaillé en groupe de travail sur les opportunités et les faiblesses des clubs sportifs professionnels. Si je vais donner tout de suite une opportunité de mon côté, quelle industrie, quel secteur économique peut se targuer de faire partager autant d'émotions, d'imprimer autant l'imaginaire collectif que le sport professionnel, et notamment les clubs professionnels. Il y a quelques jours ici, on a eu la chance au Paris Basketball de nous qualifier pour la finale de Betclic Elite. Tous ceux qui étaient présents, le public mais aussi les partenaires associés à ça, ont pu faire passer des émotions, ont pu inscrire l'identité de leur entreprise dans des exploits sportifs importants. Et donc ça, c'est une opportunité très importante. C'est un vecteur formidable pour les entreprises et les partenaires. La faiblesse là-dedans, c'est que parfois le sport professionnel, et c'était l'objet de nos travaux, c'est un peu vu comme quelque chose de surnaturel, d'irrationnel, alors qu'il y a un vrai modèle économique qui existe dans un certain nombre de cas et à créer dans d'autres cas. Il y a un vrai modèle économique, c'est des émotions, mais c'est aussi de la rationalité. Et pour les partenaires, pour les investisseurs, c'est derrière des revenus, de la rentabilité, parce qu'il y a une très forte demande. Alors, de mon côté, ça nous permettra peut-être d'aborder directement la seconde partie. On était là vraiment sur une phase de constat tiré par le groupe de travail, à la fois, tu l'as dit Mathias, opportunité et faiblesse. En opportunité, je citerai ce qui est beaucoup ressorti, la capacité d'organisation et d'accueil par la France des grands événements sportifs. C'est d'actualité, c'est évidemment l'image de la France qui est à la clé, donc on ne pouvait pas ne pas le citer en constat positif. Sur les faiblesses, et ça va me permettre sans transition de transitionner vers notre seconde partie d'intervention. J'ai choisi évidemment quelque chose qui fait partie de notre zone de chalandise au Cosmos, la lourdeur administrative, juridique, parfois aussi financière du système français, qui est beaucoup ressortie de nos échanges en groupe de travail et qui évidemment était à la fois un constat, mais qui faisait aussi partie des pistes de perspective et de projection de comment améliorer, et Bruno, tu l'as dit en introduction, quelque part, on s'est vraiment interrogé tout au long de ces réflexions sur comment améliorer l'attractivité de la France, que ce soit pour faire venir les talents ou que ce soit pour faire venir les investisseurs au sein des clubs professionnels français. Du coup, sur cette deuxième partie qui nous anime peut-être un petit peu plus et qui peut vous animer aussi, quelles sont les recommandations, les projections, les perspectives qui sont sorties des travaux de ce groupe de travail ? J'ai choisi moi de développer 2 piliers et puis on se répartit ensuite en fonction évidemment encore une fois de nos zones de chalandise respectives. Au niveau du Cosmos, organisation patronale de la branche du sport majoritaire, ce qui nous a le plus peut-être animé parler d'abord, c'est cette lourdeur administrative, potentiellement aussi juridique parfois, et puis tous les impacts financiers qu'on peut avoir sur le modèle du club professionnel sportif aujourd'hui. 3 axes de développement pour ne pas prendre trop de temps, mais dans nos réflexions peut-être. D'abord, comment est-ce qu'on peut s'inscrire au niveau de notre secteur et du sport professionnel dans le versant de simplification qu'on connaît aujourd'hui. On n'est pas sans savoir que depuis le mois de février dernier, on a un rapport simplification, rendre des heures aux Français, etc., qui a été remis à Bercy. Des réflexions en cours aussi, un projet de loi simplification de la vie éco qui est en ce moment même en lecture au Sénat. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce cheminement-là au niveau des pouvoirs publics pour essayer de toujours rendre le système un petit peu plus attractif, un peu plus léger, un peu plus malléable pour les clubs professionnels.
Donc ça, c'est évidemment un travail de suivi et de réflexion. Et je citerai des travaux qui sont par exemple menés actuellement avec Sportsora sur tout ce qui peut être invitation et hospitalité, comment sécuriser le régime sur ces éléments-là. C'est un des points qui est présent dans le rapport simplification, puisqu'on voit qu'il y a une consultation qui va être organisée sur ces sujets-là. C'est évidemment quelque chose qu'on suit avec particulière attention. Un autre versant de ces travaux-là, ça serait quelque part d'aller un petit peu plus loin et comment essayer de plaider et de faire évoluer certains dispositifs spécifiquement en faveur des clubs professionnels. On sait que le modèle est un petit peu particulier. On a pu, ces dernières années, que ça soit sur un volant social avec le CDD spécifique qui est aujourd'hui inscrit dans la loi, ou que ça soit sur des volants plus économiques ou autres, essayer de bénéficier de dispositifs spécifiquement adaptés à notre secteur. Pour ça, je pense qu'il faut qu'on fasse entendre les spécificités du secteur. Et à titre très personnel, je suis une fervente défenseuse de la spécificité du sport professionnel. Je le ferai sans les notes. On a du coup, dans ce cadre-là... Merci Mathis. On a dans ce cadre-là un point d'attention à avoir sur quelles sont nos spécificités. Sur le volant social, évidemment, des carrières courtes, des carrières denses, des carrières intenses, avec une forte concurrence entre les talents. Un modèle aussi, et je pense qu'il faut qu'on le souligne ici, de forte concurrence internationale. Et c'est évidemment un point qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit. Concurrence quelque part entre les clubs sur un même championnat au niveau du système français, évidemment, mais avec une équité des compétitions, un système organisé qui est aussi un marqueur fort qui est beaucoup sorti des travaux du groupe. Mais on a aussi une concurrence qui est importante à l'international. Finalement, un club français pratique un sport dont les règles sont souvent édictées, encadrées à un niveau international, à un niveau éventuellement européen aussi. Pour autant, il va attirer des talents qui font le même métier, a priori à peu près le même métier, basketteur, footballeur, rugbyman ou autre, et je parle là au masculin, mais on s'intéressera au sport féminin quand même. Et on a vraiment cet ADN sportif qui est le même. Pour autant, quand on veut, nous, attirer des talents dans un club professionnel, on est confronté à un régime social, fiscal et potentiellement un coût de l'emploi, entre guillemets, qui n'est pas le même en fonction des États. Donc c'est la troisième jambe de nos réflexions, quelque part, l'aspect financier de ces éléments. Comment rendre aujourd'hui le système français que je ne critique pas du tout, évidemment, le système de contribution, le système de droit, qui est un système tout à fait positif, mais comment le rendre adapté et surtout, quelque part, efficient pour que ça ne soit pas un frein au développement des clubs professionnels sportifs à l'international et que nos clubs professionnels sportifs français soient évidemment le plus mis en avant possible. Et puis, pour ne pas trop prendre de place et laisser du temps à mes collègues, le deuxième axe... t'as le temps, ok. Le deuxième axe que je voulais développer aujourd'hui, c'est évidemment un aspect sportif qui est ressorti des travaux du groupe. Un point d'attractivité pour notre secteur, et nos travaux l'ont largement développé, c'est comment, quelque part, améliorer la visibilité du sport français, puisque c'est peut-être la principale vitrine, évidemment, pour les talents comme pour les investisseurs. Améliorer la visibilité du sport français. Le premier point qui est ressorti de nos travaux, c'est vraiment le succès de la formation à la française. On le sait, on a un modèle, des centres de formation, etc., qui sont un point qui peut être un point d'attractivité pour les investisseurs, notamment étrangers. Bruno, tu nous reparleras plus généralement des investisseurs, évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un point qui est vraiment ressorti, comment toujours mettre en avant, finalement, peut-être qu'on a le faire savoir, mais vraiment savoir-faire et le dire aussi, le montrer, de ce système de la formation à la française. De la même façon, au niveau des équipes, les succès de nos équipes de France en sport collectif notamment, puisque là on s'intéresse aux clubs sportifs professionnels, le succès de nos équipes de France en sport collectif, comment est-ce qu'on peut toujours se servir comme d'un tremplin de ces succès-là qui sont une vitrine à l'international évidemment. On pense tous aux Jeux Olympiques qui vont arriver, c'est des Jeux Olympiques français, donc évidemment c'est un point d'importance. Et puis dernier sujet, et qui n'est pas évidemment le moins important loin de là, c'est le développement du sport féminin. Toujours pareil, comme un vecteur d'attractivité et un vecteur de visibilité qui a été largement prôné par les membres du groupe de travail et donc on voulait souligner aujourd'hui. Mathias, il y a quand même un élément qui est intéressant en France, c'est qu'on a des très beaux équipements. Là, vous en profitez. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, notamment cette notion compliquée de propriété versus exploitation, où on voit que les collectivités sont toujours présentes, mais ont un peu du mal à passer la main. Donc elles vont passer à des exploitants qui ne sont pas les clubs. Voilà. Selon toi, quel est le modèle idéal, notamment avec ton expérience de quelques mois sur ce très bel équipement ?
Oui, tout à fait. C'est un point très important qu'on a évoqué au groupe de travail. C'est la question des enceintes sportives. Alors d'abord, il y a un premier constat qui est que la France accuse un retard sur l'équipement des enceintes sportives. Alors dans le football, il y a eu un plan grand stade et l'Euro 2016 notamment a permis de faire sortir de terre beaucoup de nouveaux stades. Il y a des stades qui continuent d'être en construction. Pour parler du basketball que je connais bien, pour travailler du coup au Paris Basketball, souvent c'est vrai qu'il y avait une des critiques qui était... critique excessive bien sûr, mais avec un fond de vérité qui était de dire il y a quelques années que on était quelque part un sport de préau. Et quelque part ça jouait aussi sur toute l'image que la discipline pouvait avoir. On avait des salles qui n'étaient pas forcément faites pour des clubs professionnels. Au Paris Basketball, on a passé 6 ans de notre jeune existence à la Halle Carpentier, qui est typiquement l'emblème d'une salle faite pour le sport scolaire, le sport professionnel, des événements qui sont affinitaires et qui n'ont pas lieu avec une compétition. Donc effectivement, il y avait besoin d'abord d'avoir une construction, d'avoir des clubs qui se prennent en main dessus, peu importe le modèle, et d'avoir au sein même d'une division une uniformité en fait d'enceintes sportives. Et derrière ça, il y a la question qu'on évoquera des investissements globaux, internationaux, des droits télé, parce que quand un opérateur achète une compétition, il achète l'ensemble des matchs, et donc on ne peut pas avoir de grandes différences. Donc dans le basketball, moi je me félicite effectivement d'avoir comme concurrents des clubs qui désormais à Poitiers, à Reims, à Orléans ont des salles ultra moderne. Il y a la salle de Lyon qui est sortie de terre et il y a l'Adidas Arena dans laquelle on est aujourd'hui qui a été inaugurée le 11 février dernier pour les Jeux Olympiques, mais dans laquelle le Paris Basketball est l'unique club résident au-delà d'un certain nombre d'événements qui ont lieu, dont l'événement d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est très important pour l'expérience client qui est centrale pour que l'expérience, elle ne dépende pas simplement des résultats sportifs, mais aussi du fait de passer une bonne soirée, d'avoir du divertissement qui des fois ne dépend pas simplement du match, parce que tous les matchs ne sont pas spectaculaires, et donc ces enceintes sportives permettent ça. Nous on l'a vu au Paris Basketball, c'est-à-dire qu'on a développé pendant des années à l'Halle Carpentier, on avait à peu près 3000 spectateurs, et pourtant, dès qu'on allait à l'Accor Arena ou qu'on a fait Roland-Garros, on avait 10-11 000 spectateurs. Et puis quand on retournait à Carpentier, on restait à 3 000. Parce qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie exigence. Alors là-dessus, derrière, il y a aussi le modèle économique. Et ça, c'est des réflexions qui sont importantes. Aujourd'hui, un certain nombre de clubs veulent reprendre la pleine possession de leur enceinte sportive. Alors l'exemple le plus emblématique, c'est le PSG et le combat autour du Parc des Princes et les relations avec la ville de Paris. Mais c'est à la fois symbolique et un débat économique. Symbolique parce que souvent il peut y avoir une crainte et il faut faire lever ces barrières-là d'une captation par une entité privée, en l'occurrence le club, d'une enceinte sportive. Alors que la volonté, c'est de rendre cette enceinte sportive encore plus adaptée au public, avec des tarifs qui sont, moi je crois vraiment, très ventilé avec des catégories qui doivent être assez élevées, mais toujours un public populaire partout. En tout cas, nous, c'est notre conception au Paris Basketball. Mais c'est vrai qu'il y a des critiques comme ça sur des achats d'enceintes sportives. Et puis après, il y a des capacités économiques. Il faut avoir les reins solides en tant que club sportif pour pouvoir construire son enceinte sportive et l'opérer avec des métiers qui ne sont pas ceux traditionnellement du club professionnel, ou alors tout simplement les reins solides pour pouvoir encaisser les investissements. Le modèle, c'est ce qu'a fait l'OL Group, mais ce sont des risques et il y a des clubs qui peuvent avoir des difficultés sportives suite à ça. Donc c'est là où les instances doivent vraiment encourager ces investissements, les clubs qui prennent des risques. Au Paris Basketball, on est dans un autre modèle, puisqu'en l'occurrence, nous, on a bénéficié d'une enceinte qui était construite par la ville de Paris et qui est opérée aujourd'hui par la Paris Entertainment Company, qui est la société qui opère une société d'économie mixte, donc détenue majoritairement par la ville de Paris, mais avec un fonctionnement d'entreprise privée, et qui opère l'Accor Arena. L'avantage qu'on a, et donc c'est un autre modèle qui est important, c'est que sans être dans un modèle de pleine possession de ses moyens, on a une collaboration qui est très efficace avec une vue commune sur que veulent les fans quand ils vont dans un concert ou quand ils vont voir un événement sportif ou même quand on fait un MICE ou un événement comme BPI. Et donc c'est vrai que sans être dans la propriété pleine, parce que tous les clubs ne peuvent pas le faire, et en tout cas au Paris Basketball on n'aurait pas pu construire nous-mêmes notre arena immédiatement, en tout cas on a une vraie collaboration pour maximiser l'expérience client dans tous les domaines. Et
vous le verrez à l'Adidas Arena aujourd'hui, tout est conçu à travers l'expérience client. On est uniquement sur un but, c'est le sport professionnel, les concerts de haut niveau et des événements d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une conjonction de valeurs entre ces trois domaines. Et derrière, on va chercher un public qui était assez réticent sur le sport professionnel, encore plus sur le sport en salle, parce que le basketball, typiquement, accuse aussi des fois, par rapport à la comparaison avec la NBA, un regard un petit peu différencié. Et on va chercher un public qui est très exigeant. La différence entre le sport et les concerts, surtout post-Covid, moi, ça me fascine. On peut avoir des concerts au Stade de France, sold out en 48 heures pour un concert prévu 26 mois plus tard avec des tarifs extrêmement élevés. Il n'y a aucune raison que dans le sport, et sans tomber dans cet extrême-là, on ne puisse pas rendre des arénas sold out avec une vraie attente du public qui dépasse complètement le classement sportif, qui dépasse complètement l'affiche en face. Ça, ce sont des forces supplémentaires. Mais les clubs sportifs professionnels et derrière les partenaires qui s'y associent, juste par l'outil, juste par l'expérience client et par l'aréna, qui est en elle-même une attraction et un projet, peut attirer un public et peut réussir économiquement et peut là encore développer un modèle économique. Donc ce qu'il faut, c'est des investisseurs, des collectivités qui, quand c'est pas possible, vont être moteurs, en tout cas vont accepter dans un cas de céder une aréna, dans un cas d'en construire une et d'accompagner les clubs là-dedans. Et puis de faire changer le regard pour que le sport professionnel en France et en Europe se rapproche des modèles aux États-Unis où l'aréna, c'est un vrai lieu de vie. Et c'est un vrai lieu de vie qui commence des fois 3 heures avant la rencontre sportive, qui se termine 3 heures après et qui est aussi important que la plus grande star de l'équipe. Merci beaucoup Mathias. Il y avait un dernier thème qu'on a abordé qui est le financement du sport professionnel français, qui est un thème assez intéressant puisqu'on a vu une évolution ces dernières années de financeurs qui venaient plutôt du tissu économique national autour de personnes qui avaient très bien réussi économiquement au sein de leur territoire. On peut penser par exemple, le meilleur exemple c'est quand même Jean-Michel Aulas, très grosse réussite française à travers la Cégide et qui a su utiliser son talent pour transformer l'OL en une grande marque de sport. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'investissement du sport professionnel en France? On voit que cet investissement est quasiment un investissement étranger. Alors c'est pas récent, hein, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'en 2006, le PSG est racheté par Colline Capital et JP Morgan. Et puis en 2011, le PSG, qui est un peu finalement le fil rouge de l'investissement en France, est racheté par QSI, qui est le fonds d'investissement du Qatar. Mais ces dernières années, on a quand même vu une bascule où aujourd'hui, à titre d'exemple, 66% de la Ligue 1 appartient à des investisseurs étrangers. Donc ces investisseurs étrangers qui sont soit des fonds souverains, soit ce qu'on appelle des family office. Donc pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, en fait, c'est l'organisme qui va gérer des grandes fortunes, soit du private equity. Et donc, l'ensemble de ces investisseurs, aujourd'hui, ce sont plutôt des investisseurs étrangers avec une grande connotation d'investisseurs nord-américains. Alors pourquoi les investisseurs nord-américains, à travers ces fonds d'investissement, viennent en France? C'est un peu en résumé ce qu'on a dit. C'est que quand même, on a un territoire extrêmement attractif. Et puis, ils nous regardent toujours avec un peu, comment dirais-je, de paternalisme en disant vous êtes sympa, mais vous auriez pu faire beaucoup mieux. Et on va prendre les choses en main. Ce qui évidemment peut créer parfois des chocs de culture. Je crois que Mathias, tu pourras nous en reparler tout à l'heure avec ton investisseur, ton propriétaire qui arrive dans la réglementation et la régulation française et qui a un peu un choc. Ce qui est assez intéressant avec ces investisseurs nord-américains, c'est qu'aux États-Unis, le sport professionnel est extrêmement régulé, d'une autre façon, mais extrêmement régulé. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, le private equity ne pouvait pas prendre d'investissement dans les franchises nord-américaines. Donc ils arrivent et ils viennent avec des nouvelles formes d'investissement qui, je vois des membres de la DNCG du foot qui sont dans l'assistance, qui parfois nous choquent un peu. C'est-à-dire qu'un investisseur nord-américain ou étranger va venir, mais n'a pas forcément les fonds. Donc il doit aller chercher des fonds auprès d'autres formes de fonds de financement. On peut voir notamment ce qui s'est passé autour de Lille, où l'investisseur principal n'avait plus la possibilité de financer le club, et donc c'est son investisseur secondaire qui a récupéré la propriété des clubs. Et tout ça fait qu'on est face à des phénomènes dont vous avez entendu parler, de multipropriété,
Donc la mutualité, c'est un investisseur étranger qui possède plusieurs clubs en Europe, qui pose des problèmes de régulation. On a aussi aujourd'hui la question de la multiminorité. Donc la multiminorité, c'est un investisseur étranger qui possède de multiples minorités dans de divers investissements de sport professionnel, que ce soit dans le football, dans le basket. Et puis on a le multifinancement où derrière ces couches d'actionnaires, on a des gens qui les financent. Donc des modèles extrêmement compliqués. Est-ce que le sport professionnel français est prêt à recevoir ce type d'investissement? Finalement, on n'a pas trop le choix, puisqu'on s'est rendu compte que post-Covid, on a eu beaucoup de changements d'investisseurs et beaucoup de clubs de football, mais pas que de football, parce qu'il y a du basket, il y a du hand, etc., qui passent sous pavillon étranger. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le sport professionnel français est en train d'opérer une mutation sous l'influence de ces investisseurs qui ont l'habitude de régulation beaucoup nord-américaine, donc avec du salary cap. Tu en parlais tout à l'heure, Mathias, mais tu en parlais aussi, Gaël, des ligues fermées. Alors, ils n'arrivent pas, ils ne sont pas organisés pour changer le modèle, mais du fait que ce soit eux qui mettent de l'argent, le modèle est en train de changer petit à petit. Dans le football, on a mis du salary cap au niveau de la DNCG française. On a du salary cap en rugby. Je pense qu'en basket, ça ne va pas tarder, et en hand aussi. Voilà. Ce qu'on peut un peu déplorer quand même, et on est entre nous là, c'est qu'on ne voit pas de grands investisseurs français, de fonds d'equity françaises, je pense notamment à Ardian. Les gens qui nous accueillent aujourd'hui, BPI, mais on pourrait penser à BPCE, ils ne sont pas très présents dans le financement du sport professionnel français. On a beaucoup de mal à aller chercher quand on a besoin de financement, mais je ne parle pas, même pas d'acquisition d'un club. Je parle de financement d'une tribune. On va plutôt aller chercher des fonds un peu plus qui ont l'habitude en fait de ce genre de financement, donc ce sera plus des fonds nord-américains ou étrangers. Pourquoi cet écart? Moi, je pense que c'est avant tout culturel. On se rend compte que dans certains investissements, nos investisseurs français ont toujours un peu de retard. Alors dans la tech, ils y sont allés à fond. Donc ils considèrent que finalement la tech est moins risquée que le sport professionnel, alors que le sport professionnel, quand on regarde, c'est un espèce de trend de revenus. C'est-à-dire que vous êtes sûr, quand vous achetez un club, d'avoir une visibilité sur pas mal de revenus sur 4-5 ans. Et donc on peut s'étonner qu'on n'ait pas plus d'investisseurs français, on peut même parfois le déplorer, même si on n'a rien contre les investisseurs américains. Mais voilà. Donc c'était toute cette question, pourquoi les investisseurs français ne sont pas là? Moi aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est assez culturel. Ça passe aussi par la formation des business schools, puisque aujourd'hui, à la tête des grands groupes français, on a des gens qui sortent des grandes écoles, là on parle d'HEC, de l'ENA, etc., et qui n'ont pas forcément eu les bons cours pour leur expliquer qu'investir dans le sport professionnel, ça peut avoir du rendement. Le private equity aime beaucoup investir dans le sport professionnel aux États-Unis parce qu'en fait, c'est une activité qui est décorrélée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne suit pas de mouvements de grands secteurs industriels. Quand vous regardez par exemple, la tech suit le mouvement de la tech, les médias suivent le mouvement des médias. Nous, on est un domaine d'activité qui est assez particulier, et on regarde sur les 10-15 dernières années, malgré le Covid, on a des taux de croissance de 8-10%, donc des taux de croissance extrêmement importants, et on peut avoir évidemment des accidents industriels, mais globalement, on s'en sort pas mal. Donc pourquoi pas d'investisseurs français? Aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire, mais par contre, Mathias, tu pourrais un peu parler sans vraiment rentrer dans la polémique, mais de ce qu'a vécu, si tu as le droit, ton investisseur américain, et le choc de culture qui est toujours extrêmement intéressant et important. Oui, alors sans tout révéler, mais effectivement, on est passé à la dure. Ce qui est dommage, comme tu l'as dit, Bruno, c'est qu'un investisseur étranger va pouvoir se projeter dans un potentiel là où un investisseur français ne le fera pas. Alors c'était le cas de notre président, David Kahn, qui sera speaker aujourd'hui, qui était general manager de 2 franchises NBA et qui rêvait de faire un club de basketball à Paris. Parce qu'il est passionné de basketball, notamment européen, mais aussi parce que le basketball à Paris a un potentiel énorme. La preuve, c'est que la NBA vient faire désormais ses matchs européens à Paris, et qu'il y a une tendance, et le sport avec avec énormément de licenciés en Ile-de-France, c'est un sport qui est mixte et qui en plus emprunte des valeurs culturelles qui dépassent le cadre de la pratique sportive, puisque le basketball derrière, ça irradie sur le domaine de la mode, de la musique, du fashion, donc ça a un empreinte très forte. Par contre, effectivement, là où il a vu un potentiel, tout n'a pas été facile. C'est même assez franchement difficile de monter un club en France parce que la réglementation, Gaël, tu l'as dit, est compliquée. Alors nous, en plus, ce qui est compliqué, c'est que
C'est une première en Europe. Ça existe, c'est un déplacement de franchise. On a racheté un club qui est en dépôt de bilan, qui était situé à Hyères-Toulon, et on a déplacé le siège social à Paris. Donc, en vérité, on a commencé de zéro en 2018. Directement en deuxième division, on a pris la place de ce club qui descendait de première à deuxième division. Mais en vrai, on n'avait pas de supporters, pas de fans, pas de partenaires. On commençait de zéro, même s'il y avait un potentiel et il y avait une attente. Dans les faits, en fait, on a une société qui date de 2006, qui avait un plan de redressement URSSAF. On a été rattrapé par la SACEM. J'ai reçu il y a 2 mois un contrat de location impayé du Palais des Sports de Hyères de la saison 17-18. Et le tout avec des interlocuteurs qui ne comprenaient pas la spécificité, 1, du sport professionnel et 2, de ce club-là. À notre exemple, le fonds de billetterie pendant le Covid, l'année de référence, moi j'avais beau l'expliquer, j'ai pas eu de traitement différencié. L'année de référence de tous les clubs, c'est 18-19. Pour nous, c'est l'année où on a commencé de zéro. Premier partenaire maillot, il arrive en janvier. Donc en fait, on a eu zéro, tout simplement parce que c'était une histoire très particulière. Mais effectivement, il y a eu un choc de réalité. Je pense que l'année la plus folle a été la première année. Il faut quand même imaginer qu'on commence à la Halle Carpentier avec très peu de salariés. Et on a un président qui nous a poussé et qui a permis de faire un match à Roland-Garros, qui a poussé les frontières du basketball à Paris, qui nous a poussé à titre personnel en tant que salarié, mais qui, en quelques semaines, nous demande d'installer un distributeur ATM à la Halle Carpentier ou des choses qui sont aujourd'hui déconnectées, non pas du bon sens, mais de la pratique qu'on en fait en France. Je ne parle pas du fonctionnement de la gouvernance des instances et de la Ligue nationale de basket, puisque là où aux États-Unis sont des réunions de owner, on a aujourd'hui un modèle de président avec un coup un président élu, un coup un président propriétaire, un coup un président nommé par la collectivité, qui ne permet pas vraiment d'avoir une gouvernance commune. Voilà. Ceci dit, 6 ans après, j'ai bon espoir qu'on est arrivé à peu près à l'endroit où on voulait aller. On a prouvé qu'il y avait un vrai potentiel, et pas simplement à Paris, et pas simplement dans le basketball, et on n'était pas les seuls à le prouver, et qu'il y a aussi un rapprochement des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en France tout ce qu'on fait aux États-Unis, c'est pas la même manière de consommer. Mais il y a également un regard à changer, et Bruno l'a dit, il faut qu'on change le regard sur le sport français. C'est pas normal que des Américains ou des Canadiens à Saint-Étienne voient un potentiel que des Français qui vivent au quotidien en France ne voient pas. Il nous reste 2 minutes. Gaël, est-ce que tu penses qu'on a un problème aujourd'hui de visibilité de la réglementation ? Je pense notamment à tout ce qui est droit du travail, que c'est compliqué. Et alors, il va te rester 1 minute, donc c'est pas facile comme question. Un peu plus. Mais avant de repasser la parole à Mathias pour conclure, mais voilà, est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut modifier, ou finalement, je pense notamment au droit d'image, c'est-à-dire que le gouvernement nous propose des lois finalement qui ne sont pas applicables. Donc quoi faire ? C'est le bon exemple, je pense, effectivement. Et on va en faire une liste en 1 minute, une liste à l'après-vert qui n'est pas forcément très constructive, mais ça donne des pistes de réflexion. Effectivement, aujourd'hui, un droit d'image en France et un système de redevance qui date de 2017, qui, on le sait, est inefficient en pratique. Donc ça fait des années que nous, avec les acteurs du secteur, Unipro, la NLSP, on essaye de porter de façon conjointe, les syndicats de salariés aussi, des dispositifs qui soient réellement adaptés aux contraintes du secteur et qui permettent de rétribuer de façon juste, encore une fois, je ne remets pas le système français en question, loin de là, mais de façon juste, ce qui est du travail, ce qui est de la présence, ce qui est de l'image, etc. On travaille aussi de la même façon, par exemple, pour vous donner d'autres exemples, sur les autorisations de travail. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment la lourdeur administrative. Je ne parle pas d'aspect financier. Ce qu'on appelle le millefeuille administratif français fait qu'aujourd'hui, pour faire venir un talent étranger, il lui faut une autorisation de travail. La demande est lourde, la demande est en ligne. C'est des choses qu'on essaye, et on a une vraie écoute des pouvoirs publics, je le souligne ici, sur ce dossier, et qui est vraiment d'actualité, que ce soit du ministère de l'Intérieur, du ministère des Sports, sur justement comment venir alléger les démarches relatives à la venue des talents en France. Le gouvernement s'inscrit dans une politique générale, on le voit de l'extérieur, du Choose France, vraiment faire venir les talents, les financeurs, les investisseurs, et c'est vraiment le sens du propos, là, c'est comment inscrire le sport professionnel et ses spécificités dans cette démarche et dans ces évolutions. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a quand même un État qui est assez compatible sport-business en ce moment. On peut, voilà, donc c'est pas... Mathias, il te reste exactement 25 secondes pour conclure et nous expliquer la suite. C'est plus qu'il en faut. Je pense qu'on a en tout cas essayé d'être clair sur le fait qu'il y avait un potentiel énorme. Le sport professionnel et les clubs sont vecteurs d'émotion, de mixité. Les entreprises peuvent venir rejoindre des clubs et faire partager leurs valeurs, leur identité. Il faut qu'on arrive à changer le regard, et il faut qu'on arrive à mieux accompagner
les spécificités du sport, c'est pas toujours pris en compte et ce sera la voie d'avoir, en plus d'investissements étrangers, des investissements français et d'une manière générale, un vrai modèle économique qui se développera partout. Voilà. On a été un peu, on a été les seuls à parler, mais ce sera bientôt à vous dans l'après-tribune. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à poser toutes vos questions. On sera heureux de discuter avec vous de ce qu'on a dit et de partager vos expériences. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous.